moi qui présente le conférencier. Le professeur Louis Marchildon a obtenu un doctorat en physique à l'Université Yale en 1978. Après un stage postdoctoral à l'Institut des hautes études scientifiques en France, il a œuvré à l'Université du Québec à Trois-Rivières comme chercheur postdoctoral et ensuite attaché de recherche au CRSNG et professeur à l'UQTR jusqu'en 2015. Il est l'auteur de Mécanique quantique publié chez De Bug en 2000 et L'effet science publié chez Multimonde en 2018. Il est également l'auteur de 57 articles scientifiques publiés dans les revues, compte rendus de conférences. Il a été président de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes. En plus de ses travaux scientifiques, il s'intéresse à l'histoire et à l'épistémologie des sciences naturelles. Alors, on applaudit Louis Marchildon. Alors, bonjour à tous et merci Clément de l'invitation et de la présentation. Tout le monde m'entend bien? Oui. Alors, ce dont je parle aujourd'hui, donc, c'est la grande histoire des origines. La grande histoire, c'est la façon dont on traduit le terme que chez les anglo-saxons on appelle Big History. Alors, Big History, c'est un terme qui a été introduit en 1991 par quelqu'un qui s'appelle David Christian. David Christian, qui est d'ailleurs, curieusement, à l'origine, un professeur d'histoire russe. Mais David Christian s'est intéressé autour de fin des années 80 à l'université à Sydney où il enseignait, à donner un cours sur l'histoire de tout, cours dans lequel il demandait à certains de ses collègues de participer parce que ça touchait tellement de sujets qu'il souhaitait être appuyé par certains. Et donc l'histoire de tout, ça commençait, selon David Christian, avec le Big Bang. Alors, donc, Big History, ça vient peut-être autour des années 1990. Alors, qu'est-ce que la grande histoire fait? Alors, elle cherche à nous situer. Nous, c'est les êtres humains, c'est-à-dire les Homo sapiens du 21e siècle. Elle cherche à nous situer dans le plus vaste contexte possible, en retraçant un certain nombre de seuils, encore là ce que les anglo-saxons appellent thresholds, un certain nombre de seuils à travers lesquels nous avons évolué, et comme j'ai dit, à partir des tout débuts. Alors, la grande histoire, elle diffère de l'histoire à laquelle on est habitué, l'histoire générale, en ne se consacrant pas spécifiquement, par exemple, à des personnages ou à des nations. La grande histoire ne se consacre pas à, je ne sais pas, la civilisation gréco-romaine ou les guerres napoléoniennes ou des choses comme ça. À quoi donc s'intéresse cette grande histoire-là? Alors, un certain nombre d'interrogations qu'on peut se poser et auxquelles elle s'intéresse. Quelle est l'origine de l'univers? Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Sommes-nous si différents des autres espèces vivantes? Nous, les Homo sapiens, toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers? D'où viennent le langage, la pensée symbolique, la culture? Et qu'est-ce qui attend notre espèce, notre planète et le cosmos? C'est quelques-unes des questions, pas des petites questions, hein, vous en apercevez tout de suite, peut-être un peu pour ça que ça s'appelle la grande histoire. C'est quelques-unes des questions, justement, auxquelles la grande histoire tente de répondre. Alors, la grande histoire, certainement, elle présente certaines analogies avec les mythes d'origine qui ont été élaborés par toutes sortes de cultures depuis des milliers d'années pour se situer dans le monde donc, qui les entoure, qui entoure les humains de ces cultures-là. Néanmoins, il s'agit d'une approche résolument basée sur les connaissances scientifiques actuelles. La grande histoire, c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est une nouvelle discipline, plus qu'une nouvelle discipline, c'est une façon originale de rassembler les apports de plusieurs disciplines modernes.
point de vue institutionnel, il existe actuellement une association, une International Big History Association, donc qui existe depuis une vingtaine d'années, qui organise un congrès à tous les 2 ans. Alors, j'ai eu la chance de participer au plus récent congrès qui était l'été dernier à Philadelphie. La grande histoire est enseignée dans différentes universités et dans plus de 1500 écoles secondaires à travers le monde. Donc, c'est un regroupement de disciplines ou une façon d'appréhender l'histoire générale ou l'histoire des origines qui a quand même de plus en plus d'adeptes ou de gens qui l'adoptent. Bon, donc ça c'est en guise de présentation ou d'introduction. Maintenant, de quoi s'agit-il? Quelles sont plus spécifiquement justement les questions auxquelles on s'adresse? Alors, l'évolution donc qui nous amène aux Homo sapiens du 21e siècle, elle est retracée à partir des tout débuts à travers 8 seuils associés chacun à un type de complexification. Dans chacun des seuils, il y a quelque chose qui se complexifie, et à l'occurrence de ce qu'ils appellent les conditions idéales. Je vais revenir un peu là-dessus. Le choix de 8 seuils, ça n'a rien de particulièrement absolu. Ça pourrait, à la limite, être regroupé de façon différente. Je reprends essentiellement ceux qui ont été proposés justement par David Christian dans 2 livres qu'il a consacrés à ce sujet. Un tout récent qui s'appelle Origin Story, qui est traduit en français ou qui va l'être sous peu, je crois, et un qui date plutôt d'une dizaine d'années qui s'appelait Maps of Time. Alors donc, 8 seuils. Les 4 premiers sont, on va le voir, de nature plus cosmique. Les 4 suivants sont de nature plus terrestre. Bon, alors, quels sont-ils, ces seuils-là? Alors, le premier seuil, c'est essentiellement l'origine de l'univers. Alors, donc, ça commence avec le Big Bang, ou en tout cas, ou la période de l'univers dans laquelle, semble-t-il, tout était extrêmement concentré dans un noyau ou dans un espace très petit. Alors, on sait assez bien que ça s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. On pense aussi que dans les fractions de secondes qui ont suivi ce Big Bang-là, il y a eu une période qu'on appelle l'inflation cosmique. L'inflation cosmique, c'est une période très très courte pendant laquelle les dimensions de l'univers ont augmenté de façon exponentielle. Quand on dit de façon exponentielle, c'est par un facteur typiquement de 10 exposant 26. Alors, 100 millions de milliards de milliards. Ça, c'est en une fraction de seconde. Ça part tout petit, ça part minuscule, mais dans une fraction de seconde, il y a, semble-t-il, cette période d'inflation cosmique. Ce qui est intéressant avec la façon dont dont on appréhende maintenant le Big Bang et ses conséquences, c'est que depuis, je dirais, depuis la dernier tiers du 20e siècle, on s'aperçoit que les lois physiques qui s'appliquent aujourd'hui aux particules les plus élémentaires, donc, quand je dis aux particules élémentaires, c'est les électrons, les photons, protons et neutrons, ou même les quarks qui composent les protons et les neutrons. Donc, les lois fondamentales qui s'appliquent aux particules élémentaires peuvent être utilisées aussi pour comprendre ce qui se passait dans les tout premiers moments après le Big Bang. Pourquoi? Parce que dans les tout premiers moments après le Big Bang, tout ce qui bougeait avait d'énormes énergies, et donc les lois des particules élémentaires, qui sont celles, par exemple, qu'on applique pour décrire les collisions, vous avez entendu parler là, du grand collisionneur de Hadron à Genève, le grand accélérateur où on fait entrer en collision des protons sur des protons à des énergies énormes. Mais les lois qui régissent ça s'appliquent, pense-t-on, également aux tout premiers moments qui suivent le Big Bang. Et ces lois-là, je vais donner un ou deux exemples, permettent de tirer des conséquences qui ont justement des
des conséquences observables aujourd'hui. Je vais donner un exemple spécifique. À peu près 1 seconde après le début du Big Bang, c'est pas long, là, 1 seconde après le début du Big Bang, les énergies de toutes les particules qui étaient là avaient baissé suffisamment pour qu'on puisse former des protons et des neutrons stables. Aujourd'hui, en théorie des particules élémentaires, on pense que les protons et les neutrons, c'est fait de particules plus fondamentales qu'on appelle les quarks. Mais 1 seconde après le Big Bang, les quarks n'avaient plus tant d'énergie que ça et donc pouvaient former des protons et des neutrons stables. Et là, dans l'espace de quelques minutes, il se passe la chose suivante. Le neutron et le proton, ils ont des masses comparables, mais le neutron est un petit peu plus lourd et le neutron est instable. Le neutron est instable encore aujourd'hui. Si vous avez un neutron libre, en moyenne, au bout de 15 minutes, le neutron se désintègre en un proton, un électron et ce qu'on appelle un antineutrino. Alors donc, 1 seconde après le Big Bang, il y a à peu près un nombre égal de protons et de neutrons. Mais les protons, eux, les protons sont stables, mais les neutrons, eux, ont tendance à se désintégrer. Mais en même temps, les protons et les neutrons entrent en collision et ont tendance à former des noyaux atomiques élémentaires, principalement des noyaux de ce qu'on appelle l'hydrogène lourd, le deutérium, qui comporte un proton et un neutron, ou des noyaux d'hélium, qui comportent 2 protons et 2 neutrons. Alors donc, il y a 2 processus un petit peu en compétition. Le neutron qui se désintègre, les neutrons qui ont tendance à se désintégrer, mais les neutrons qui ont aussi tendance à s'unir avec des protons pour former soit des atomes, des noyaux deutérium ou des noyaux d'hélium. Bon, alors, on connaît le temps de désintégration du neutron, on connaît le type de force et d'interaction qui fait que les protons et les neutrons peuvent faire des noyaux. On est capable de calculer qu'au bout de quelques minutes, tous les neutrons se sont ou bien désintégrés, ou bien ont formé essentiellement des noyaux d'hélium, parce que même les noyaux d'hydrogène lourd se réunissent eux-mêmes pour former des noyaux d'hélium. Non seulement on est capable de calculer ça, on est capable de calculer quelle est la fraction de l'ensemble des protons et des neutrons qui forment de l'hydrogène et qui forment de l'hélium. Et ce qu'on calcule, c'est que 75% des protons et neutrons initiaux font de l'hydrogène, 25% font de l'hélium. Donc 75-25, c'est la proportion d'hydrogène et d'hélium 3 minutes après le Big Bang. Cette proportion-là, on peut l'observer aujourd'hui. Où on l'observe? On l'observe en particulier dans des nuages interstellaires ou intergalactiques qui sont très, très, très vieux et qui donc reflètent la proportion, on pense, la proportion initiale d'hydrogène et d'hélium formés dans le Big Bang. Alors donc, je dis ça simplement pour donner un exemple du fait que les lois des particules que nous connaissons aujourd'hui permettent de décrire des processus, donc très très tôt dans le début de l'univers, qui ont des conséquences observables aujourd'hui. Je vais être un petit peu plus bref là-dessus, mais quelque chose d'autre, un autre processus qui a des conséquences observables aujourd'hui, c'est que donc, après que les noyaux d'hydrogène et d'hélium ont été formés, c'est essentiellement les seuls éléments formés très tôt après le Big Bang. Il y a un tout petit peu de lithium, mais à peine. Donc, après que ces noyaux-là ont été formés, ces noyaux-là ont encore des énergies importantes, suffisamment importantes pour que là, qu'on ne puisse pas faire des atomes stables. C'est-à-dire, il y a des noyaux d'hydrogène, des noyaux d'hélium, il y a des électrons autour de ça. Et si les électrons s'unissent au noyau pour essayer de former un atome, il y a rapidement des particules énergétiques, en particulier des photons, qui les frappent et les brisent. Alors, on ne peut pas, dans les minutes, ni dans les heures, ni dans les jours qui suivent le Big Bang, on ne peut pas former des atomes stables. On peut former des atomes stables, et ça encore là, c'est calculable, environ 380 000 ans après le Big Bang. Là, on a fait un grand saut. On est parti de 3 minutes où les noyaux d'hydrogène et d'hélium étaient formés. Et on attend 380 000 ans pour que les énergies des particules qui circulent partout dans l'univers à ce moment-là soient suffisamment basses pour ne plus être capable de défaire les atomes qui se forment. Et donc, 380 000 ans après le Big Bang, il y a des atomes maintenant d'hydrogène et des atomes d'hélium qui sont formés. Et les photons,
qui, eux, n'ont plus suffisamment d'énergie pour défaire ces atomes-là, se propagent de façon libre jusqu'à nos jours. Ces photons-là, 380 000 ans après le Big Bang, ils avaient des longueurs d'onde qui étaient essentiellement dans l'infrarouge proche, des longueurs d'onde proches de la lumière visible. Depuis 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est agrandi par un facteur de l'ordre de 1000, plus précisément de l'ordre de 1100. Et quand l'univers s'agrandit par un certain facteur, les longueurs d'onde des photons libres s'agrandissent aussi par ce même facteur-là. Alors aujourd'hui, les photons qui ont été produits 380 000 ans après le Big Bang ont leur longueur d'onde initiale dans l'infrarouge proche, multipliée par 1100. Ça donne une longueur d'onde caractéristique des micro-ondes. Et le rayonnement micro-ondes de ces photons-là est observable aujourd'hui. Il est observé pour la première fois dans les années 60 par deux radioastronomes américains, Penzias et Wilson. Et donc, les photons qui nous viennent de la période de 380 000 ans après le Big Bang sont observables aujourd'hui sous forme de micro-ondes. Alors donc, tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent très tôt, mais qui sont relativement explicables en termes de lois qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas tout à fait d'explication non plus ou pas encore. Par exemple, si quelqu'un me demande qu'est-ce qui vient avant le Big Bang, il y a toutes sortes de spéculations, mais on ne sait pas vraiment ce qui vient avant le Big Bang. On ne sait pas non plus s'il y a un seul Big Bang ou s'il y en a plusieurs. Encore là, il y a plein de spéculations là-dessus, mais ce ne sont pas des choses sur lesquelles là, il y a des conclusions claires actuellement. On ne comprend pas non plus pourquoi, croyez-le ou non, il y a dans l'univers environ 1 milliard de photons pour chaque proton. Chaque proton, donc grosso modo, pour chaque atome d'hydrogène de l'univers, il y a 1 milliard de photons. Et pourquoi il y a 1 milliard de photons? C'est parce qu'au départ, il y avait essentiellement autant de particules que ce qu'on appelle d'antiparticules. Il y avait des protons et des antiprotons. L'antiproton, c'est un proton avec la charge opposée, qui se sont à peu près tous annihilés pour faire des photons, mais sauf qu'ils ne se sont pas tous annihilés, il y avait comme 1 milliardième de plus de protons que d'antiprotons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les protons et les antiprotons se sont annihilés en photons. Ça nous fait 1 milliard de photons pour un seul proton qui reste. On ne sait pas pourquoi il y a si peu de protons par photon, et on ne sait pas pourquoi il n'y avait pas au départ un nombre égal de protons et d'antiprotons. Ça, ce sont des questions sur lesquelles les scientifiques travaillent aujourd'hui, pour lesquelles on n'a pas encore vraiment de réponse. Donc, on a une bonne idée d'un certain nombre de processus qui se sont passés tôt après le Big Bang, mais il y a aussi encore des interrogations. Donc ça, c'est le premier seuil, le Big Bang et ses conséquences immédiates. Le deuxième seuil, ça serait la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Ça, encore là, ça s'est passé nettement plus tard en termes de chronologie. Rappelez-vous que la dernière chose intéressante qui s'est passée, la dernière chose dont j'ai parlé, c'est le découplage des photons et des atomes 380 000 ans après le Big Bang. Là, il faut attendre environ 100 ou 200 millions d'années après le Big Bang. C'est probablement à ce moment-là que se forment les toutes premières étoiles. Pourquoi il y a des étoiles qui se forment? Les toutes premières étoiles se forment et aussi les premières galaxies se forment. Les premières galaxies, c'est des regroupements d'étoiles. Et pourquoi ces étoiles-là et ces galaxies se forment là? Ils se forment parce que très tôt après le Big Bang, il y avait de très légères inhomogénéités dans la distribution de la matière. Ces inhomogénéités-là, elles sont détectables aujourd'hui encore dans le rayonnement micro-ondes. Si on observe le rayonnement micro-ondes qui nous vient de partout dans le ciel, bien, ce rayonnement-là est très uniforme, mais pas exactement uniforme. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations d'environ quelques parties dans 100 000. C'est-à-dire, si vous regardez le rayonnement micro-ondes qui vient de là, et vous regardez celui qui vient de là, bien, c'est presque la même intensité, avec peut-être une variation de 2, 3, 4 parties dans 100 000. Alors, ces variations-là, c'est des variations qui sont dues à de légères inhomogénéités de la distribution de matière très tôt après le Big Bang. Et ces légères inhomogénéités-là vont avoir tendance, principalement sous l'effet de la gravité, à s'amplifier, et il va y avoir éventuellement condensation en certaines étoiles et en certaines galaxies. Il y a
simulation numérique sur ordinateur qui rend compte relativement bien de ça, et qui rend compte relativement bien de ça avec une hypothèse. Si on ne tient compte que de la matière que nous observons présentement et dont nous faisons une rétrodiction il y a 100 ou 200 millions d'années, il ne semble pas y avoir assez de matière pour effectuer cette condensation-là. On a besoin de ce qu'on appelle la matière sombre. Vous avez sans doute entendu parler de la matière sombre, là. Il y a toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles on pense qu'il y a une matière non lumineuse qui existe en plus de la matière lumineuse qui est présente dans les étoiles et dans les galaxies. Mais cette matière sombre-là, qui semble-t-il est nettement plus importante que la matière visible, est nécessaire pour expliquer la formation première des étoiles et des galaxies. Alors donc, les premières étoiles étaient très massives apparemment et avaient une vie relativement courte évidemment en termes cosmologiques, c'est-à-dire on pense que les premières étoiles n'ont vécu que peut-être 5 ou 10 millions d'années. En fait, plus une étoile est massive, plus elle se consume rapidement. Et ces étoiles-là, donc, qui étaient très massives, qui se consument rapidement, ont terminé dans des explosions qu'on appelle des supernovas. Et ça nous amène à ce qu'on appelle au troisième seuil. Le troisième seuil, c'est la formation des éléments chimiques. La formation des éléments chimiques, vous vous rappelez que immédiatement après le Big Bang, dans les minutes qui ont suivi le Big Bang, il y a seulement, grosso modo, 2 éléments qui ont été formés, l'hydrogène et l'hélium. Pourtant, il y a 92 éléments stables sur Terre ou dans l'univers, 92 éléments stables qui, d'ailleurs, se présentent sous forme de plusieurs isotopes, c'est-à-dire les isotopes, c'est un élément chimique donné, comme, mettons, l'uranium peut se présenter sous différentes façons qui diffèrent effectivement par le nombre de neutrons dans leur noyau et qui ont les mêmes propriétés chimiques, entre autres. Alors donc, il y a 92 éléments, puis probablement plusieurs centaines d'isotopes de tous ces éléments-là. Alors, où ça a été formé, ces éléments-là? Ça a été formé justement dans les étoiles. Tous les éléments autres que l'hydrogène et l'hélium ont été formés dans les étoiles. Ils ont été formés de 2 façons. Les éléments qui sont pas plus légers que le fer ont été formés essentiellement dans les réactions nucléaires d'où les étoiles tirent leur énergie. Les étoiles sont des immenses, au départ, des immenses agglomérations de gaz qui se condensent, dans lesquelles la condensation fait une température énorme et dans lesquelles se font des processus de fusion nucléaire. Et cette fusion nucléaire-là forme justement des noyaux d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Elle forme des éléments jusqu'au fer. Pourquoi? Parce que le fer, c'est l'élément le plus stable et on ne peut pas fusionner des noyaux de fer pour faire des éléments plus lourds. C'est-à-dire, ça prend ça se fait pas naturellement, ça prend une grosse énergie pour le faire. Alors donc, ce qui se passe, c'est que dans les processus de fusion nucléaire normale à l'intérieur des étoiles, on forme la plupart des éléments jusqu'au fer. Et dans les fameuses supernovas, par lesquelles les étoiles très massives se terminent, dans ces éléments cataclysmiques-là, se forment également tous les autres éléments jusqu'à l'uranium inclusif. Alors donc, les éléments se sont formés, tous les éléments autres que l'hydrogène et l'hélium se sont formés dans les étoiles, soit par un processus de fusion nucléaire que je dirais normal, ou soit par une explosion supernova, ou soit, pense-t-on, et ça c'est tout récent, depuis 2016-2017, soit dans ce qu'on appelle la collision d'étoiles à neutrons. Parce qu'en 2017, on a observé à la fois par des ondes gravitationnelles et par des télescopes optiques et des télescopes radio, on a observé la fusion de 2 étoiles à neutrons et on pense que ça aussi, c'est capable de former un certain nombre d'éléments lourds. Mais quoi qu'il en soit, tous les éléments lourds sont formés dans les étoiles et ça, c'est le 3e seuil, justement. 4e seuil, formation du système solaire. Je vous ai dit que les 4 premiers étaient, d'une certaine manière, cosmiques. Les 4 suivants vont être plus terrestres. Alors, la formation du système solaire, je le considère encore cosmique parce que ce n'est pas seulement notre système solaire qui a été formé comme ça, mais plusieurs systèmes solaires un peu partout qui ont été formés plus ou moins de la même manière. Alors,
notre système solaire, il est formé d'abord par la présence de nuages de gaz, nuages qui sont bien sûr principalement constitués d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène et l'hélium, ça reste encore, ça compte encore pour 98% de la masse visible de l'univers. Tous les autres éléments qui ont été formés dans les étoiles, ça ne fait que 2% de la masse des éléments chimiques. Alors donc, tous les nuages interstellaires sont largement formés d'hydrogène et d'hélium, mais aussi maintenant, étant donné que les premières étoiles ont explosé en supernova et ont envoyé dans l'espace tous les éléments qui avaient été synthétisés dans leur intérieur. Alors, donc, les nuages qui existent à ce moment-là contiennent hydrogène, hélium et aussi éléments plus lourds. Et là, certains de ces nuages-là se condensent principalement sous l'effet de la gravité, mais ça peut aussi être aidé par d'autres phénomènes comme par la présence relativement proche d'une supernova qui aide à condenser le gaz. Alors, ce qui a fait notre Soleil et notre système solaire essentiellement, c'est un grand nuage de gaz qui s'est condensé il y a environ 4,55 milliards d'années. La première personne qui a eu l'idée que le système solaire venait de la condensation d'un grand nuage de gaz, c'est nul autre que le philosophe Emmanuel Kant du 18e siècle, qui est plus connu par ses travaux en philosophie, mais qui a aussi fait certains travaux scientifiques et qui était le premier à suggérer que donc, le système solaire pouvait être formé à partir de la condensation d'un nuage de gaz. Alors, le Soleil est formé par la condensation de ce nuage-là, mais aussi les éléments lourds ont tendance à se condenser aussi. Le Soleil se condense et devient rapidement très chaud, mais dans le reste du nuage, les éléments plus lourds ont tendance d'abord à se condenser en toutes petites particules, et tout ce monde-là tourne autour du Soleil et a tendance assez rapidement à s'agglomérer en particules plus grandes, en roches et éventuellement en astéroïdes, éventuellement en planètes. Et encore là, il y a des modèles assez développés aujourd'hui qui montrent bien que, étant donné que, c'est-à-dire que les planètes qui sont plus loin du Soleil se condensent largement à partir d'hydrogène et d'hélium, comme les grandes planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est des planètes qui sont largement formées à partir d'hydrogène et d'hélium présents dans le gaz initial. Mais les éléments lourds, eux, qui peuvent être plus proches du Soleil, qui ne sont pas évaporés quand ils sont relativement plus proches que le Soleil, peuvent se condenser en planètes qui sont plus petites, mais justement qui sont plus solides, comme les petites planètes du système solaire, là, la Terre, Vénus, Mars et Mercure, qui sont plus proches du Soleil. Alors, donc, il y a des modèles qui rendent compte assez bien de tout ça. Jusqu'à il y a environ 25 ans, on ne connaissait qu'un seul système solaire, c'est-à-dire un seul système d'étoiles avec des planètes autour. Et vous avez sans doute entendu parler que depuis une vingtaine d'années, on a découvert beaucoup de ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'étoiles voisines de nous. Et il semble maintenant, on pense de plus en plus, que la présence de planètes autour d'une étoile, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, c'est quelque chose qui est assez normal. Le bon nombre d'étoiles ont des planètes qui tournent autour d'elles, qui peuvent être soit des planètes plus ou moins grosses, soit des planètes qui peuvent ressembler plus ou moins à la Terre, plus ou moins à Jupiter, donc toutes sortes de planètes qui peuvent être formées dans la formation de systèmes solaires à l'extérieur aussi. Alors donc, le quatrième seuil, c'est la formation du système solaire, la formation de la Terre. La Terre, ça se passe, comme j'ai dit, il y a environ 4,55 milliards d'années. On connaît la date assez bien parce parmi les premières choses qui se forment, ce sont des météorites, comme j'ai dit, l'agglomération de particules en roches relativement petites. Et il y a des météorites qui sont déjà tombés sur la Terre et ces météorites-là datent
on le pense, du tout début du système solaire. Et on peut les dater par datation radioactive et on trouve que c'est autour de 4,55 milliards d'années. Bon, donc ça c'est le quatrième seuil. Quand la Terre est formée, elle est très inhospitalière au début parce que justement, il y a encore plein de ces petites roches-là, de petits astéroïdes, de comètes et tout ça qui bombardent la Terre constamment. Et donc, c'est assez, la vie sur Terre, il n'y a pas de vie telle sur Terre, mais l'état de la Terre est encore assez cataclysmique à ce moment-là. Ça se calme relativement vers 3,8 ou 4 milliards d'années. Il y a 3,8 ou 4 milliards d'années, donc où là, il y a le bombardement de la Terre par un grand nombre de météorites se diminue de façon substantielle. Donc ça, c'est le quatrième seuil. Le cinquième seuil, on commence à être plus terrestre. Le cinquième seuil, c'est l'origine et le développement de la vie. Je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps passe. Alors, d'où vient la vie? On a des traces de vie qui datent d'au moins 3,7 milliards d'années. Hein, ce sont ce qu'on appelle des stromatolites, des formations rocheuses qui sont, pense-t-on, qui contiennent des fossiles microscopiques de bactéries. Donc, il y en a qui datent d'au moins 3,7 milliards d'années. Il y en a peut-être qui datent d'un petit peu plus longtemps aussi, peut-être jusqu'à 4 milliards d'années. Ce qui est caractéristique dans la vie, vous savez que toute la vie sur Terre, végétale, animale, bactérienne, n'importe quoi, toute la vie sur Terre est basée sur l'ADN. Le code génétique de tous les êtres vivants de la Terre est basé sur l'ADN. Alors, on pense que tous les êtres vivants de la Terre ont un ancêtre commun. Quand je dis un ancêtre, pas nécessairement un individu, mais une espèce animale qui est ancestrale commune. Et on lui a donné le nom de LUCA. LUCA pour Last Universal Common Ancestor. Alors, LUCA, ça serait la dernière espèce qui serait un ancêtre commun de tout ce qui est vivant aujourd'hui. Et donc, tout porte à croire que cette espèce-là aurait une vie basée sur l'ADN aussi, puisque tout ce qu'on connaît aujourd'hui est basé sur l'ADN. On est probablement venu d'un ancêtre dont la vie est basée sur l'ADN aussi. On ne connaît pas LUCA, on n'a pas de fossiles de LUCA. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont proposées. Comment se fait-il que justement que des molécules comme l'ADN ont pu se produire? Il faut dire qu'il y a des molécules qui sont quand même relativement complexes, même dans les météorites. Hein. Même dans les météorites, on trouve ce qu'on appelle des molécules d'acides aminés. Les acides aminés, c'est les composants des protéines. Et donc, dans les météorites, se sont formés naturellement un certain nombre de composés organiques, comme des acides aminés. Entre un acide aminé, une protéine, puis un acide aminé, une molécule d'ADN, il y a une grande marge. Mais donc, il y a beaucoup de recherches qui se font présentement pour essayer de voir comment, essentiellement, ont pu se former des structures comme l'ADN. Différentes hypothèses. Une hypothèse qui est particulièrement retenue, c'est que ça pourrait se former dans les sources chaudes très profondes dans l'océan. La chaleur peut aider beaucoup à former des molécules complexes, mais encore là, ça reste du domaine spéculatif. Bon, quelques étapes de la formation de la vie, donc au moins 3,7 milliards d'années. Les premiers êtres vivants, c'est essentiellement les bactéries, ou ce qu'on appelle les archées, les archéobactéries. Ce sont des prokaryotes. Les prokaryotes, ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau, dans lequel l'ADN n'est pas regroupé dans un noyau. Les cellules dans lesquelles l'ADN est regroupé dans un noyau, ça s'appelle des eucaryotes. C'est des cellules qui sont beaucoup plus complexes que les prokaryotes. On pense que les premiers eucaryotes datent d'environ 1,8 milliard d'années. Et les multicellulaires, quelques centaines de millions d'années après. Et les tout premiers ancêtres des plantes et des animaux, ça vient probablement de ce qu'on appelle la période édiacarienne, du nom d'une formation rocheuse en Australie. Là, on parle de peut-être 600 millions d'années. Mais à partir de ça, très rapidement, la vie se diversifie énormément. Et dès l'époque cambrienne, il y a environ 500 millions d'années, on peut trouver des ancêtres de presque tous les embranchements animaux qui existent aujourd'hui. Les embranchements, c'est des grands regroupements, par exemple, du règne animal. C'est par exemple les vertébrés, c'est les mollusques, c'est les échinodermes, c'est les arthropodes. Et il y a des ancêtres d'à peu près tous ces embranchements-là dès l'époque cambrienne, donc il y a 500 millions d'années.
Donc, c'est le 5e seuil, l'origine et la formation de l'origine de la vie. 6e seuil, origine de l'homme maintenant. À l'origine de l'homme, qu'est-ce qu'on sait? On sait pas mal plus de choses maintenant qu'on en savait il y a un certain nombre d'années, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. On pense que le plus ancien, le plus vieil ancêtre commun, le plus jeune ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, le chimpanzé c'est notre plus proche cousin vivant, l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé vivait probablement il y a environ 7 millions d'années. Pour une raison ou pour une autre, il y a eu une divergence à ce moment-là entre d'une part les chimpanzés et d'une part les ancêtres des humains, qu'on appelle les hominines. Les hominines se développent essentiellement la bipédie. Ils développent aussi, pour une raison ou pour une autre, leur cerveau s'accroît de façon importante, c'est-à-dire le cerveau d'un chimpanzé a à peu près 300 cm3, le cerveau d'un Homo sapiens a à peu près 1400 cm3, et on observe une augmentation systématique du cerveau au fil de plusieurs espèces au cours des derniers millions d'années. Maintenant, nous-mêmes, Homo sapiens, date, semble-t-il, d'au moins 200 000 ans. C'est-à-dire, on trouve des fossiles d'Homo sapiens morphologiquement à peu près identiques à nous qui datent d'environ 200 000 ans. L'Homo sapiens, bien sûr, c'est celui qui a fait, pas le premier à avoir fait des outils, mais c'est celui qui a fait les peintures de Lascaux, les peintures des grottes qu'on trouve en France, en Espagne, etc. C'est celui qui a fait les premières œuvres d'art solides, comme les premières sculptures, qui a fait des décorations comme des colliers et tout ça. Donc, Homo sapiens a certainement il y a probablement au moins 100 000 ans, a eu accès à la pensée symbolique, être capable d'exprimer des choses en symboles. On a pensé, plusieurs pensaient pendant assez longtemps que l'Homo sapiens c'était la seule espèce animale à avoir accès à la pensée symbolique. Mais on sait maintenant, pas mal hors de tout doute, que notre plus proche cousin, qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelle Homme de Néandertal, a eu lui aussi accès à la pensée symbolique. Parce qu'il y a des sites néandertaliens d'Europe qui datent de 60 ou même 100 000 ans, qui sont bien avant l'arrivée de l'Homo sapiens en Europe, il y a 40 000 ans, qui portent aussi les traces de dessins sur des parois ou, par exemple, de coquillages percés pour en faire des colliers, des choses comme ça. Donc, notre espèce, Homo sapiens, on n'est pas les seuls, semble-t-il, à avoir eu accès à la pensée symbolique. Est-ce qu'on est les seuls à avoir eu accès au langage grammatical? Ça, c'est très difficile à dire parce que le langage ne laisse pas de fossiles. Mais d'où vient le langage et quand est-ce qu'il a vraiment été initié? Pour l'instant, plusieurs savants ont des idées très différentes. Il y en a qui le font remonter très tôt, dès les premiers outils bien développés. D'autres le font plutôt remonter à Homo sapiens seulement, peut-être au Homme de Néandertal. 7e seuil, rapidement. 7e seuil, c'est le développement de l'agriculture et de l'élevage. Le développement de l'agriculture et de l'élevage, ça date d'environ 11 000 ans. Il faut dire que la dernière glaciation s'est terminée il y a environ 12 ou 13 000 ans. Donc, avant 12 ou 13 000 ans, pendant une période de plusieurs dizaines de milliers d'années, une bonne partie du globe était, une partie substantielle, beaucoup plus que maintenant, était recouverte de glaciers, avec des températures relativement froides dans une grande partie du globe. Et quand cette période glaciaire-là s'est terminée, donc il y a environ 12 ou 13 000 ans, les températures ont augmenté, et c'est à ce moment-là, peu de temps après, que l'Homo sapiens, dans certaines régions, a développé l'agriculture et l'élevage. Développer l'agriculture et l'élevage de façon indépendante dans différentes régions d'ailleurs, probablement au tout début dans le croissant fertile, dans la Mésopotamie, assez tôt en Chine aussi, un peu plus tard en Amérique, en Afrique également. Il y a un livre fascinant que vous connaissez peut-être de Jared Diamond qui s'appelle Guns, Germs and Steel. Diamond qui se pose la question comment se fait-il que l'agriculture et l'élevage se sont développés à certains endroits avant certains autres, et pour lui, ce sont des raisons purement
environnementale, effectivement. Donc, une excellente discussion là, des facteurs qui ont pu amener à faire en sorte que l'agriculture et l'élevage se produisent à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Par exemple, les grands mammifères domesticables. Les grands mammifères domesticables, il y en a exactement 14. Hein, ça, c'est Diamond qui le dit. Ils ont tous été domestiqués il y a au moins 4000 ans. Et sur les 14, il y en a un seul qui vit en Amérique. C'est le lama. Et donc, ça explique en partie pourquoi l'élevage s'est développé nettement plus tard en Amérique que dans l'Asie et l'Europe. C'est l'absence de grands mammifères domesticables. Bon. Quoi qu'il en soit, 7e seuil, donc développement de l'agriculture. 8e seuil, l'industrialisation. Donc, le développement de la machine à vapeur et l'utilisation accélérée de combustibles fossiles qui, bien sûr, nous amène aujourd'hui. Aujourd'hui, le 8e seuil est tel que, pour la première fois, l'être humain modifie l'environnement de façon très marquée, modifie la biosphère, modifie, vous le savez, la composition atmosphérique et provoque, malheureusement, est en train de provoquer une 6e grande extinction animale. Il y a eu, à travers l'histoire, depuis l'époque cambrienne, il y a eu, si on oublie aujourd'hui, 5 grandes extinctions animales. Une que plusieurs que vous connaissez sans doute, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années où les dinosaures sont disparus, probablement par la collision d'un astéroïde. La plus importante, c'est celle à la fin de l'époque permienne, il y a 250 millions d'années, où plus de 90% des espèces marines sont disparues. Aujourd'hui, actuellement, est en train de se produire une extinction qui, si elle continue, risque de toucher un nombre d'espèces peut-être aussi grand que ce qui s'est produit dans certaines autres des 5 grandes extinctions qu'on a eues. Bon, donc ça, très, très sommairement et très rapidement, ce sont les 8 seuils de ce qu'on appelle la grande histoire. Remarquez une chose, c'est que la grande histoire ne pouvait pas être écrite avant le 20e siècle, parce que à peu près tout ce que j'ai dit, c'est tributaire de découvertes qui ont été faites non seulement au 20e siècle, mais même souvent à la deuxième moitié du 20e siècle. Alors donc, toute cette façon-là de voir les origines, les seuils et d'où un certain nombre de processus fondamentaux viennent, c'est quelque chose qui ne pouvait pas vraiment, qui est extrêmement dépendant des développements de la science moderne. Bon, pour conclure, alors, pourquoi faire de la grande histoire? Plusieurs raisons. Première raison, l'intérêt intellectuel pour les origines. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, les origines. Un peu comme M. Jourdain, qui ne savait pas qu'il faisait de la prose, je ne savais pas que je faisais de la grande histoire, mais j'ai toujours été intéressé à l'histoire des origines. Aujourd'hui, ça s'appelle la grande histoire, mais donc, je pense que je pense que c'est un intérêt que les humains ont depuis toujours. Alors donc, intérêt intellectuel. Pourquoi faire la grande histoire? C'est une façon de rapprocher les sciences et les humanités parce qu'effectivement, il y a des problèmes scientifiques, mais aussi des problèmes qui traitent d'anthropologie, d'archéologie, de sociologie, etc. Alors donc, il y a la grande histoire, ça touche à la fois des problématiques scientifiques, mais des problématiques de sciences humaines aussi. La grande histoire peut être une bonne façon, peut avoir de bonnes conséquences pédagogiques. Comme j'ai dit tantôt, il y a au moins 1500 écoles secondaires à travers le monde qui enseignent la grande histoire, c'est-à-dire qui utilisent la grande histoire pour justement enseigner des sciences comme la physique, la chimie et la biologie, parce qu'on part de problèmes posés par les origines, et on essaie d'y répondre justement à travers les ressources que les sciences naturelles peuvent donner. Alors donc, ça peut être une motivation, semble-t-il, c'est une motivation importante pour donc, les élèves de faire l'apprentissage d'une étude des sciences qui, toutes sortes d'études le montrent, le fait cruellement défaut, même dans des sociétés très développées. Finalement, je crois que la grande histoire de prendre conscience de nos origines, ça nous amène à avoir conscience de nos responsabilités en tant que collectivité humaine. Ce qu'on a en commun, tous les humains, c'est ce à quoi la grande histoire s'intéresse, c'est beaucoup plus important que ce qui nous distingue. On peut se demander, est-ce qu'il va y avoir un 9e seuil? Quel va-t-il être ce 9e seuil-là? Est-ce que ça va être plutôt du côté de la dégradation de l'environnement ou du côté de l'harmonie avec l'environnement? Je pense que
mise en contexte de nos origines, ça peut nous aider à faire le bon choix. Merci. Oui, moi j'aimerais que vous nous expliquiez, sûrement rapidement, là, mais comment la vie s'est faufilée au travers des 5 extinctions dont vous avez parlé? Dans tous les cas, il y a une proportion substantielle des espèces qui disparaissent. On voit ça dans les formations géologiques, là. Et ensuite, évidemment, vu qu'il y a un bon nombre d'espèces qui disparaissent, il y a des niches écologiques qui sont comme vides et elles se... assez rapidement, donc il y a de nouvelles espèces qui évoluent pour les remplir. Quand je dis assez rapidement, c'est toujours sur une période géologique, mais mettons l'extinction de la fin du Crétacé, là, il y a 65 millions d'années, où les dinosaures sont disparus. Dans les millions d'années qui ont suivi, il y a eu un développement marqué de mammifères, en particulier de primates. Donc nous sommes, on a des primates, là. Donc il y a eu un bon nombre d'espèces de primates qui se sont développées justement dans les millions d'années qui ont suivi. Alors donc il y a comme des niches qui s'ouvrent et la vie se développe rapidement là-dedans. Est-ce que c'était la dernière extinction? Oui, la dernière en date, oui. Merci beaucoup, Louis. C'est vraiment fascinant, et en même temps, ce sens de la synthèse et cette clarté. Bravo. Il me semble qu'il manque un seuil. Enfin, tu as dit 8 seuils pour en avoir. Il y en a un qui m'apparaît majeur entre le 5e et le 6e, c'est-à-dire entre l'apparition de la vie et l'apparition de l'être humain, c'est l'apparition de la conscience. Dans le sens rudimentaire, c'est-à-dire le plaisir et la douleur, les éléments de plaisir et de douleur. Est-ce qu'on a des lumières, c'est extrêmement difficile à étudier scientifiquement, mais surtout rétrospectivement, mais est-ce qu'on a des lumières sur comment, parce que ça a l'air d'une rupture magistrale dans l'histoire du monde, l'apparition de, je sais pas, le premier être qui a eu du plaisir, le premier être qui a eu mal, probablement. Effectivement, d'abord, évidemment, ça c'est... Pendant longtemps, on pensait que c'était seulement les humains qui avaient de la conscience, parce que c'était seulement les humains qui avaient du plaisir et tout ça, mais là, on se rend compte qu'il y a bon nombre d'animaux qui ont des processus psychiques de ce genre-là. Je pense que effectivement, c'est un sujet sur lequel beaucoup de biologistes travaillent, essayer de vraiment quantifier et répertorier la nature de la conscience et du plaisir et de la douleur chez l'ensemble des animaux. D'où ça vient? Probablement qu'une des bonnes façons de le faire, ce serait de se dire quel est le plus récent ancêtre commun de tous ceux qui ont, si on prend l'ensemble des animaux qui auraient, mettons, une certaine conscience, si on fait où remonte l'ancêtre commun de tous ces animaux-là, et ça nous donnerait peut-être une idée du moment où ça aurait pu originer, mais effectivement, ça pourrait sans doute faire un seuil supplémentaire. Je ne sais pas si ça serait vraiment un 9e ou si ce serait 5B ou quelque chose comme ça, mais ça pourrait faire... C'est sûrement un problème très intéressant, oui. Oui. Merci beaucoup, Louis. Moi, en lisant ton livre, je pense qu'il m'est venu cette question-là que j'aimerais te poser. Est-ce que ça se pourrait que la vie soit contre nature? Dans le sens que, OK, on s'est bien posé la question, est-ce qu'il y a d'autres vies ailleurs que sur la planète Terre, dans le cosmos? Mais ça se pourrait-tu que la complexité pour en arriver à créer de la vie soit en sorte que ce soit contre nature, la nature n'est pas vivante? C'est-à-dire que ce soit exceptionnel, autrement dit. Oui, exceptionnel. Est-ce que les savants se sont posé la question, est-ce que la vie, c'est contre nature, c'est juste la planète Terre qui en a, puis c'est... Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont posé cette question-là. Il y a toutes les réponses imaginables qui ont été données. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on risque d'avoir une réponse pas mal plus précise, je dirais, dans les décennies qui vont venir. Parce que, bon, comme je disais, il y a maintenant... il y a plusieurs milliers d'exoplanètes qui ont été trouvées autour d'étoiles relativement proches, évidemment, en termes astronomiques. Là. Donc, plusieurs milliers d'exoplanètes. Il y a certaines de ces exoplanètes-là qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable de leur étoile. C'est quoi la zone habitable? On pense que la vie
ça serait difficile, très difficile pour la vie de fonctionner s'il n'y avait pas d'eau liquide. Alors donc, pour avoir de la vie, on pense que ça prend une planète où il y a de l'eau liquide, donc une planète pas trop chaude, pas trop froide. Et on pense donc que parmi les milliers d'exoplanètes que l'on a détectées, il y en a quand même un certain nombre qui seraient dans la zone habitable. Est-ce que la vie s'est développée là-dessus? Je dis qu'on pourra peut-être le savoir bientôt parce que, par exemple, le prochain télescope spatial qui va être lancé en 2021, le télescope James Webb, c'est un télescope qui va pouvoir être capable de détecter l'atmosphère des exoplanètes les plus proches. Et donc, si on détecte l'atmosphère, parfois l'atmosphère porte la signature de la vie. Une atmosphère d'oxygène, c'est pas une preuve irréfutable qu'il y a de la vie, mais l'atmosphère d'oxygène, c'est très difficile à soutenir sans vie, parce que l'oxygène, c'est extrêmement corrosif. Alors, s'il n'est pas constamment renouvelé, l'oxygène disparaît rapidement de l'atmosphère. Alors, il y a un certain nombre de signatures possibles dans les atmosphères, de signatures de la vie, qu'on pourrait détecter dans les prochaines décennies. Si on va pas avant. Peut-être qu'on ne détecte rien non plus, ça c'est possible. Mais si la vie est assez répandue sur différentes exoplanètes, on devrait pouvoir le détecter dans 10, 20, 30 ans. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le professeur Machidon. Je vous remercie beaucoup. J'en ai appris beaucoup. Merci. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à une chute d'astéroïdes en face du presqu'île de Yucatan, Oui. il y a 75 millions d'années. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est un hasard? C'est un hasard. Mais quelqu'un avait l'habitude de dire que c'est la main de Dieu aussi. Donc, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe-là, il y a 75 millions d'années, comment serait été l'espèce vivante qui dominerait la Terre? Effectivement, le développement des espèces aurait pu être très différent. C'est loin d'être sûr que les êtres humains se seraient développés aujourd'hui. Parce que, justement, comme je disais tantôt, avec la disparition des dinosaures, parmi les nouvelles niches qui se sont ouvertes, il y a eu celle qui a été remplie par les primates. Les primates, on évolue à partir des primates, nous sommes des primates. Alors, s'il y avait des dinosaures avaient résisté plus qu'il y a 65 millions d'années, c'est pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Très difficile de savoir ce qui serait passé. Voici Louis, je t'appelle Louis, cher collègue. J'aimerais avoir ton opinion sur ce qui semble être un paradoxe qui n'a pas été souligné à ma connaissance par personne parmi les cosmologistes. C'est celui-ci. Actuellement, comme tu le disais, l'origine de notre système remonte à peu près à 14 milliards d'années, n'est-ce pas? Or, depuis des années, on observe des galaxies, des millions de galaxies qui se trouvent à peu près à 13-14 milliards d'années-lumière. Ouais. Donc, on les voit telles qu'elles étaient il y a 14 milliards d'années. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Où est le paradoxe? Le paradoxe. On voit des galaxies formées il y a 14 milliards d'années, pleinement formées. Ben, c'est-à-dire que les galaxies qu'on voit il y a 13 milliards d'années sont différentes de celles qui sont là maintenant. Elles sont différentes de plusieurs façons. D'abord, elles sont beaucoup plus petites. Les galaxies, mettons, les toutes premières galaxies là, qui se sont formées, comme je dis, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, les toutes premières galaxies sont beaucoup plus petites que les galaxies qu'on a maintenant. Elles contiennent pas non plus le même type d'étoiles. Elles n'ont pas la même, qu'on appelle la même métallicité. Elles n'ont pas la même répartition en termes d'éléments. Donc, les galaxies qu'on voit il y a 13 milliards d'années sont significativement différentes de celles qui sont proches de nous. Elles ont la même forme. Elles sont rarement elliptiques. Rarement spirales, je veux dire. Elles sont surtout beaucoup plus petites. Parce que les galaxies d'aujourd'hui, en général, viennent beaucoup de la fusion de plusieurs galaxies originelles. La Voie lactée, par exemple, vient de la fusion de différentes petites galaxies qui lui est antérieure.
Donc, il y a une évolution dans l'apparence ou la forme de la constitution des galaxies sur les 13 milliards d'années depuis leur formation. Brièvement, une question, si vous me permettez. Moi, je suis en train de l'avaler. Ah bon, oui. On parle d'un Big Bang, d'un gros Bang 1. Alors que l'observation de l'univers tout autour peut nous laisser entendre que cet univers, justement, qu'on voit tellement loin, à 13 milliards, 14 milliards d'années, et ça pose la question, si on avait des instruments, et on en aura plus puissants que ceux qu'on a actuellement, on verra peut-être des galaxies à 20, 28, 30 milliards d'années-lumière. Est-ce que c'est pas possible? Et ce qui pose la question suivante, à savoir que le Big Bang dont on parle ne peut être qu'un parmi une infinité de Big Bang dans un univers infini dans le temps et dans l'espace. C'est possible, mais à ma connaissance, on n'a pas suffisamment de données pour trancher cette question-là, mais c'est certainement une possibilité. Oui. Et puis il y avait cette question de conscience. Moi je crois que tout être vivant, même le plus simple, doit avoir une conscience, sinon il n'existerait pas une seconde. Il y a une loi fondamentale de conservation dans la nature qui s'applique à tous les êtres vivants et aussi à l'univers matériel. Il y a la loi de production minimale d'entropie. Bonsoir M. Marcidon, bonsoir à tous. Nous parlions tout à l'heure de la possibilité en fait qu'une planète puisse abriter la vie. Nous parlions de la zone habitable en fait d'un système solaire et du fait que sur Terre, le solvant universel qui permet à toute vie de se développer soit l'eau. La communauté scientifique aurait-elle connaissance de modes de vie ou de formes de vie dans d'autres systèmes solaires ou dans d'autres exoplanètes qui soient capables de se développer avec un autre solvant universel que l'eau? Ce n'est pas impossible, mais on voit mal comment. Là. Mais c'est sûr que c'est toujours difficile de spéculer sur les choses qu'on ne voit pas du tout et dont on n'a vraiment pas d'expérience. Est-ce que la vie pourrait se baser sur un autre solvant? Peut-être, mais à ma connaissance, je ne suis pas biologiste, mais à ma connaissance, on ne voit pas très bien comment. Il n'y a pas d'impossibilité à priori. Merci beaucoup, Louis. C'est très intéressant. Et ma question, je reviens à celle de Jean-Luc Dion sur la conscience. Est-ce que toi, tu dirais que la conscience et le fonctionnement du cerveau, c'est identique? Je parle bien du fonctionnement, pas des cellules en soi. Est-ce que la conscience humaine et le fonctionnement du cerveau humain sont identiques? Est-ce que toi, tu serais prêt à dire ça? Tu me demandes si je suis, mettons, matérialiste ou dualiste. Bon, mettons, je suis plus matérialiste que dualiste. OK. Et plus, je dis plus parce que je ne connais pas bien les problématiques de la conscience, là, mais je pense que ça fait partie des problèmes majeurs là, de la science de nos jours encore, non seulement des sciences naturelles et des sciences humaines. C'est loin d'être un problème résolu, mais c'est un problème sur lequel beaucoup de gens travaillent. Voilà. Oui, bonsoir. Sans doute, les nouvelles technologies ou les nouvelles sciences contribuent beaucoup à l'avancement de la grande histoire. Quelle est la place qu'a occupée ou qu'occupent encore les mythes ou les cosmogonies qui ont été élaborées depuis l'humanité? Est-ce que ça a contribué à... quelle est sa place dans la grande histoire ou dans l'étude? C'est-à-dire, je ne pense pas que les mythes anciens contribuent à la vision scientifique de la grande histoire. C'est sûr que, en fait,
le mythe dans les sociétés anciennes n'a pas exclusivement pour but, et même peut-être pas d'abord pour but, d'expliquer comment les choses se sont vraiment passées. Il a comme but de donner je dirais une vision cohérente, relativement cohérente d'un certain nombre d'observations. Il a pour but de créer des liens à travers la communauté, de rassembler la communauté à travers certains symboles, et les mythes peuvent avoir cette valeur-là encore aujourd'hui, mais je ne crois pas que les mythes traditionnels aient vraiment leur place dans la discussion scientifique des origines de l'univers, de la vie et tout ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Louis. Notre ère, cette période-ci géologique, on parle du Quaternaire, elle est caractérisée beaucoup par des périodes glaciaires et interglaciaires. L'homme, les humains, en fait, les premiers humains qui ont vu tantôt ont apparu autour de 7 millions d'années. Et il y a eu plusieurs espèces. On parle d'une vingtaine d'espèces jusqu'à nous, jusqu'à maintenant, qu'on connaît. On sait qu'il y a eu une adaptation, apparemment, par mes lectures, ce qu'on a pu remarquer, c'est que ces périodes de refroidissement ou interglaciaire, de réchauffement interglaciaire et glaciaire refroidissement, ça a beaucoup contribué au développement de l'espèce humaine. Il y a eu des savanes, il y a eu un environnement qui s'est créé qui a fait que l'homme a peut-être pu s'approprier la bipédie, etc. Bon, considérant cet aspect-là des périodes glaciaires et interglaciaires, apparemment, il y en a eu qui ont été extrêmement rapides dans l'histoire aussi récente. La dernière, je l'ai précisé tantôt, c'est terminé autour de 12-13 000 ans. Qu'est-ce que tu peux élaborer là-dessus en termes d'adaptation, pas nécessairement humaine, mais animale, en rapport à ça? Parce qu'on vit actuellement, on est conscient d'une période de changement important maintenant, au moment où on se parle. Est-ce qu'à partir de cette historique-là, on pourrait peut-être projeter un avenir d'adaptation? C'est la question que je peux poser. Bon, d'abord, l'adaptation. Effectivement, il y a eu, depuis, mettons, dans les derniers quelques millions d'années, il y a eu plusieurs périodes glaciaires, de réchauffement et tout ça. C'est maintenant assez bien connu parce qu'on peut, avec toutes sortes de techniques modernes, là, on peut aller voir, creuser dans des carottes glaciaires, aller voir la composition, la température Le ratio d'oxygène. Toutes sortes de choses qui nous permettent de reconstituer assez bien le climat au cours des derniers centaines de millions, même des derniers centaines de milliers, même des derniers millions d'années. Ce qui est certain, c'est que quand il y a un changement environnemental important, ça stimule l'adaptabilité. Évidemment, les espèces sont, vu qu'il y a un changement, les espèces étaient adaptées à l'environnement précédent. L'environnement change, donc les espèces doivent se réadapter. Alors, ça stimule l'évolution et ça stimule l'apparition de caractères nouveaux. Alors, ces phénomènes-là ont très certainement contribué à l'apparition de traits nouveaux chez l'ensemble des espèces de Homo là, qui précèdent la nôtre. Alors, probablement que les paléontologues pourraient dire des choses beaucoup plus précises que ça. Ils pourraient sans doute dire que, mettons, dans tel changement climatique ou telle désertification, il y a 2,3 millions d'années dans l'est de l'Afrique, il y a telle espèce qui est apparue à ce moment-là. Mais je ne peux pas faire une analyse si fine, là, mais c'est certainement vrai que la modification de l'environnement stimule les changements, l'évolution, parce que ça stimule l'adaptation. Dans un sens, c'est encourageant.
Oui, sauf qu'évidemment, l'adaptation génétique, ça se fait sur de très longues périodes. On s'adapte pas. Si jamais le climat augmente de 3 degrés d'ici l'an 2100, là, on ne s'adaptera pas génétiquement en 80 ans à ça. C'est une adaptation qui se fait sur des milliers d'années. Mais c'est clair que les changements environnementaux favorisent l'adaptation. J'ai aussi une question. Merci pour la conférence, c'était clair en tout cas. Est-ce qu'on pourrait penser à un transhumanisme ou un post-humanisme, dans le sens que, à la limite, là, je pousse un peu vite, mais on soit la conscience siliconée, donc des puces, informatisées complètement, et puis les organes du corps humain aussi, ils seraient plus biologiques, ils seraient remplacés par des choses plus résistantes, des cœurs artificiels, etc. Si la question est est-ce qu'on peut y penser, la réponse est certainement oui, parce qu'il y a plein de gens qui y pensent. Et ça va certainement poser des problèmes, d'énormes problèmes éthiques. Mais effectivement, ça pourrait être un 9e seuil aussi, ça. Il va falloir se poser, parce qu'il y a des possibilités techniques qui vont s'ouvrir, il va falloir se poser des questions assez sérieuses là-dessus. Oui. Oui, bonsoir Louis. Actuellement, on travaille beaucoup sur la génétique, de telle sorte qu'avec l'outil CRISPR, on peut modifier génétiquement les plantes, Mosanto-Lefebvre pour le maïs, par exemple. Donc, on est en phase d'une période d'adaptabilité, mais on a des outils pour modifier la génétique des plantes qu'on veut cultiver, éventuellement des animaux qu'on va vouloir élever, de l'élevage pour se nourrir. Nous-mêmes, on va pouvoir se modifier génétiquement afin d'améliorer nos traits. Est-ce que ce ne serait pas ça là, qui serait, disons, le 9e seuil à venir? Ça peut être ça. Effectivement, il y en a qui prétendent que c'est une direction dans laquelle on risque de s'en aller. En fait, l'important, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on a quand même un certain contrôle là-dessus. On va aller où on veut aller. Alors que, mettons, l'évolution des espèces au fil des millions d'années n'a pas été réfléchie. C'est la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle qui joue. Mais là, on peut maintenant jouer là-dessus. Donc, c'est des décisions qu'on peut prendre. C'est des décisions, donc, qui, comme j'ai dit, qui impliquent des problèmes éthiques majeurs et ça nécessite la discussion et les choix. Mais je pense que techniquement, certainement sinon dans les décennies qui viennent, dans les siècles qui vont venir, techniquement, c'est des choses qui vont être de plus en plus possibles. Une remarque en rapport avec ça. Un instant. Tous les développements techniques ont des conséquences. Tous les développements techniques ont eu des conséquences qu'on n'avait pas prévues, qu'on ne voulait pas prévoir probablement, parce que la tendance de l'homme, c'est aller toujours de l'avant, puis il n'y en a pas beaucoup qui s'interrogent sur les conséquences. C'est vrai. Alors, ce qui se passe actuellement dans le monde en est la preuve. D'ailleurs, on est en train de détruire un nombre considérable d'espèces sur la planète. Penses-tu qu'on va avoir la sagesse d'arrêter ça à un moment donné, de domestiquer cette tendance? Je l'espère. J'ose pas trop faire de prédictions, mais en pratique, souvent, l'histoire enseigne aussi qu'on réagit quand on est confronté au mur. Et fatalement, si on risque d'être confronté à un mur, est-ce que le mur va être plus ou moins gros, c'est à voir, mais je pense qu'on va être confronté à un certain mur éventuellement. Et il va falloir voir la réaction qui va être prise à ce moment-là. Mais avec beaucoup de dégâts. C'est possible. D'autres questions? Non? Ah, Clément. Le philosophe québécois Pierre Vallière, dans certains de ses ouvrages, très nombreux essais, insistait sur le fait que plus il y aura de problèmes graves au niveau de l'environnement et au niveau de l'insécurité en société, plus il y aura de contrôle
par l'État ou par les entreprises, et plus la liberté irait en diminuant. Il y en a qui donnent raison, c'est un bout de temps de ça qui a écrit ça dans les années 70-80. Il y en a maintenant qui disent c'est déjà arrivé, on est contrôlé, etc. Et ben, c'est ça, pour avoir un avis là-dessus, sur la perte de liberté, d'intimité, bon, dans l'état actuel des choses. Perte d'intimité, sûrement. Perte de liberté, je ne sais pas pour l'instant, mais perte d'intimité, sûrement. C'est clair qu'on a une quantité inouïe de données qui nous concernent, qui circulent un peu partout sans qu'on sache trop. Maintenant, évidemment, à mesure que les moyens de contrôle sont plus sophistiqués, il y a toujours un risque de perte de liberté. Il y a un risque, mais il y a aussi le fait qu'on en soit conscient, qu'on en est conscient, fait j'espère qu'on réagit et qu'on va réussir à pas arriver à ça. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai pensé à une chose. En ce moment, nous sommes conscients que ça va mal partout, pour l'environnement, pour la santé, pour la liberté, tout ça. Mais comment on peut expliquer que la démographie mondiale monte? Maintenant, on est plus de 7 milliards, mais ça monte encore. Et la longévité aussi, l'espérance de vie, ça augmente aussi. Comment on peut concilier la crainte que nous avons, nous? Tout le monde a ça, mais la réalité, c'est un peu différent. Et que les gens, on dit que les gens, la classe moyenne s'appauvrit. Mais comment on peut expliquer que les gens qui prennent l'avion, c'est presque 100 milliards par année? C'est plus qu'avant. Et les grandes compagnies continuent à produire beaucoup d'avions parce qu'il y a des consommateurs, parce qu'il y a des acheteurs. Dernièrement, quand Trump est allé au Vietnam, moi je suis du Cambodge, quand Trump est allé au Vietnam, le gouvernement vietnamien a acheté une somme combien d'avions, comme 20 milliards sur 5 ans, 6 ans, d'achat de l'avion. Donc comment on peut concilier notre crainte et notre façon de consommer? Nous sommes tous des consommateurs. En fait, je pense que tout ne va pas mal. Et c'est effectivement le cas que l'espérance de vie est plus élevée qu'elle n'a jamais été. Effectivement, le nombre d'habitants de la planète est plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Ce qui est encourageant, c'est que la population continue d'augmenter, mais le taux d'augmentation diminue. C'est-à-dire qu'en termes mathématiques, la dérivée première est positive, la dérivée seconde est négative. C'est-à-dire que la courbe monte, mais elle est en train de s'aplatir, et elle va probablement rencontrer un maximum autour de l'an 2050-2060, peut-être se stabiliser ou baisser. Donc, il y a plein d'autres données aussi. Par exemple, la proportion de gens qui sont dans la pauvreté abjecte dans le monde diminue. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a un certain nombre de progrès qui se font, mais je pense que les progrès ne se font pas suffisamment assez vite. On est beaucoup plus efficace au niveau de l'environnement qu'on l'était il y a 50 ans. On pollue. On utilise, comment je peux dire, pour produire la même quantité, mettons, de biens, on utilise moins d'énergie et pour la même quantité de biens, j'entends, et on pollue moins. Donc, il y a une amélioration là-dessus, mais l'amélioration n'est probablement pas encore assez rapide. Alors, pour concilier ce qui va bien avec ce qui va mal, je dirais qu'il y a des améliorations, mais il faudrait qu'elles soient plus rapides encore. Quelles sont les différences entre l'explication scientifique et le récit? Je sais que la grande histoire et le grand récit, tout ça, ça met l'accent sur le déroulement et on raconte quelque chose, même sans sentir aux données scientifiques les plus probantes. Mais
dans la méthode scientifique elle-même, y a-t-il pas quelque chose qui ressemble à raconter une histoire? Pas en termes mythiques, là, mais on parle de matière, on parle d'énergie, on parle de force. Tout ça, ça appartient au langage commun. Oui. On les retrouve dans les mythes, on les retrouve dans le langage quotidien. Quelle est la ressemblance entre science et raconter une histoire, et récit? Bien, certainement que ce que j'appelle la grande histoire, c'est une histoire. On raconte une histoire. Maintenant, le principal critère, la principale caractéristique qu'on veut de cette histoire-là, c'est qu'elle soit vraie. Évidemment, on ne peut pas aller voir ce qui se passait, mais c'est d'essayer de reconstruire une histoire à travers les traces que les faits ont laissées, essayer de reconstruire l'histoire de la manière la plus vraisemblable possible. Et ce critère-là de vraisemblance ou de vérité est ce qui est le plus important, alors que dans les mythes, il y a sans doute d'autres critères qui étaient au moins aussi importants. Par exemple, dans les mythes anciens, on ne se pose pas la question, est-ce qu'un mythe est meilleur qu'un autre mythe? Mettons, est-ce que si quelqu'un dit, je sais pas, la Terre est soutenue par une grande tortue, puis l'autre dit que la Terre est soutenue par un géant, puis l'autre dit, je ne sais pas, par des éléphants, on ne se pose pas la question lequel est vrai et lequel est le meilleur. Parce que ce n'est pas nécessairement, on ne recherche pas nécessairement d'abord et avant tout la vérité, il n'y a pas d'autre mot que ça. Alors, la grande histoire d'un point de vue scientifique, on veut chercher à essayer de reconstituer l'histoire de la façon la plus réelle possible. C'est le principal critère. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça diffère de l'ensemble des autres récits, comme tu dis. Je vais faire plaisir à ta fascination pour les origines. Est-ce qu'on peut revenir au Big Bang? Tu as dit qu'il y a plusieurs hypothèses. Bon, ça semble être cet événement-là, semble être la limite au-delà de laquelle scientifiquement on ne peut pas voir, on peut remonter causalement avant ça, mais on peut réfléchir. Ouais. Et ça semble inimaginable qu'il n'y ait eu rien, que rien ait explosé. Si rien avait explosé, il n'y avait eu rien encore. Et donc, il y avait quelque chose, si on réfléchit à une notion même d'une explosion, il y avait quelque chose avant. Ça semble aussi, en tout cas pour moi, difficile à penser qu'il y a juste cette petite boule extrêmement concentrée qui était là depuis l'éternité, puis qu'à un moment donné, a décidé d'exploser. Donc, ça semble, juste à réfléchir, on semble s'orienter dans le sens que proposait M. Dion tantôt, c'est-à-dire qu'en fait, si on accepte l'idée d'une éternité dans le temps, qu'il y a dû y avoir, à travers le temps, une infinité d'explosions de ce genre-là, et peut-être même simultanées. Ça fait certainement partie des solutions envisagées, mais il y a des gens aussi qui prétendent que, bon, il y a une théorie de physique moderne qui s'appelle la théorie des champs quantiques. Là. La théorie des champs quantiques, il y a une notion qui s'appelle le vide, mais qui est la notion de vide en théorie des champs quantiques, c'est pas le néant philosophique où il n'y a absolument rien, c'est l'état d'énergie la plus basse eu égard au champ possible. Et à travers ce vide-là, peuvent se matérialiser par des processus quantiques un certain nombre de phénomènes, par ce qu'on appelle des fluctuations quantiques, peuvent se matérialiser des particules et un certain nombre de phénomènes. Et il y en a qui prétendent que le Big Bang, c'est venu d'une fluctuation quantique à partir du vide. Pour l'exprimer de façon précise, ça serait très technique, mais pour dire qu'il y a des façons de penser qui sont aussi différentes de ça. Il y a aussi d'autres façons de voir qui disent que, qui parlent de l'inflation cosmique permanente, c'est-à-dire que donc, ce qu'on pense, c'est que notre univers, s'il y a eu un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, très très tôt après le Big Bang, il y a une toute petite fraction de ce petit univers-là qui a eu une expansion exponentielle.
et qui fait l'univers observable maintenant. Mais c'est possible aussi qu'il y ait constamment d'autres petites bulles un peu partout qui ont cette expansion exponentielle-là, qui constituent d'autres univers. Alors, si on veut spéculer, il y a beaucoup de types de spéculations qu'on peut faire, et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment les outils, ni expérimentaux, ni théoriques, pour vraiment s'arrêter sur une solution ou un groupe de solutions particulières. Un très bon livre, incidemment, ça s'appelle, c'est un livre, attendez, ça s'appelle, je pense, le titre anglais c'est Cosmology for the Curious. Je ne pense pas qu'il existe en français, mais c'est un livre qui est écrit par un astrophysicien américain d'origine russe bien connu, Alexandre Vilenkin, et très bien vulgarisé, où justement il parle de différentes possibilités d'origine de l'univers à partir du tout début, là, les différentes hypothèses qui peuvent être émises. Donc, Cosmology for the Curious. Merci. Merci bien.